Alors rendons-nous bien compte de la situation réelle dans Paris ce 18 mars 1871 au soir. Il y a un mensonge usuel qui est répandu à ce sujet et que je trouve dans l'ouvrage de M. Albert Sorel sur l'histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, où M. Sorel n'hésite pas à écrire, et il a été suivi par bien d'autres, le comité central de la garde nationale contraignit le gouvernement à se replier sur Versailles. C'est pas vrai. C'est le gouvernement lui-même qui a pris peur et qui est parti sur Versailles. En fait, ça avait été quoi, le 18 mars? Ça avait été une rébellion de soldats qui n'ont pas voulu tirer, qui n'ont pas voulu ouvrir le feu, suivie d'une levée de la garde nationale pour défendre la République qu'elle estimait menacée. C'est tout. Le comité central, lui, a une position absolument défensive et purement défensive. Je ne nie pas qu'il y avait un certain nombre de gens, en particulier des extrémistes et des internationaux, qui espéraient à ce moment-là profiter de cette grande agitation dans Paris pour faire une révolution sociale. Tenez, par exemple, on a publié à Moscou, en 1959, dans l'histoire de la Commune de Paris de M. Keriantsev, un billet d'un nommé Lavrov, qui était un émigré russe à Paris, et qui disait « Nous chasserons le préfet de police, nous renverserons le gouvernement, la France se joindra à nous ». Je sais aussi que parmi les combattants de la garde nationale, il y en avait quelques-uns qui disaient « Allons-y ». Par exemple, Arnold, qui sera un membre de la Commune, va écrire à Assy. Il écrit ça le 18 mars à midi. Qui c'est Assy? Assy avait une grande célébrité parce qu'il avait été garibaldien, d'une part, chemise rouge, quoi, et d'autre part, c'était l'organisateur des grèves du Creusot. Il était donc détesté de la bourgeoisie. Eh bien, Arnold, futur membre de la Commune, écrit à Assy le 18 mars à midi, profitons du moment. On peut pas mieux dire, hein. Profitons du moment, c'est le coup de balai à donner, il faut s'emparer du Quai d'Orsay, l'affaire étrangère, de l'imprimerie nationale et de l'hôtel de ville. Eh bien, le comité central ne veut pas. Le comité central, je vous le répète, c'est les 35 gars qui ont été délégués par les bataillons fédérés pour représenter leurs intérêts. Le comité central n'enverra que des ordres défensifs en disant « Faites des barricades ». Ils se sont retirés provisoirement, les gens. Les troupes sont pas là, mais elles vont revenir. Il est évident qu'ils vont s'amener. Alors faites des barricades défensives, mais vous n'attaquez pas. Et en particulier, le fameux comité central de la garde nationale, il n'est absolument pour rien dans la tragédie qui s'était passée dans l'après-midi, vers 6 heures, entre 5 et 6, rue des Rosiers. Ça, c'est l'histoire de l'assassinat des deux généraux. C'est parfaitement vrai que ce premier jour, 18 mars, le sang a coulé. Le premier mort ayant été tout de même un garde national, le pauvre Turpin qui gardait les canons. Mais les autres morts, ce sont les généraux, deux généraux. Le général Lecomte et le général Clément Thomas qui vont être fusillés, rue des Rosiers, entre 17 et 18 heures, ce 18 mars. Dans quelles conditions? Vous vous rappelez, je vous disais la dernière fois que quand Lecomte avait dit à plusieurs reprises à ses soldats « Tirez, sous peine de mort », les soldats avaient refusé de tirer et s'étaient emparés de leur général. Ils l'avaient fait prisonnier. On l'avait conduit dans un bâtiment pas bien loin et il était là sur la surveillance des soldats. Voilà que dans l'après-midi, un certain nombre de ces soldats et des chasseurs à pied en particulier vont tirer le général Lecomte de cette prison provisoire, ils vont l'amener au comité de vigilance du 18e arrondissement, qui était rue des Rosiers à Montmartre, et là on décide de le tuer. Il y a des quantités de gens qui vont essayer de la défendre, et en particulier des délégués du comité central. Il y a un nommé Herpin-Lacroix, il y a un nommé Meyer, qui vont s'exposer devant les soldats fous furieux qui veulent la peau du général, en disant « Faites pas cette chose-là », rien à faire. Et voilà qu'en plus, on amène, toujours rue des Rosiers, Clément Thomas. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous ai dit de Clément Thomas, et je l'avais dit à dessein, parce qu'il fallait comprendre ce qui va se passer maintenant. Clément Thomas avait été le chef de la garde nationale sous le siège. Et c'était un homme d'extrême droite, c'est un homme qui avait acquis une certaine notoriété pendant les journées de juin 1848, il n'était pas jeune, il avait enlevé plusieurs barricades, il s'était couvert de gloire contre les ouvriers, et c'est à ce titre même qu'on l'avait chargé de la garde nationale. Il avait passé son temps à la persécuter, la garde nationale. Il avait révoqué les chefs de bataillon, il avait dissous les bataillons les plus dangereux du point de vue républicain, et ce 18 mars, c'est Trochu qui nous le dira dans ses mémoires, ce 18 mars, il était là, qui rôdait autour, voici la phrase de Trochu, oui, il était là prenant des observations et marquant des notes sur ce qui se passait. Par conséquent, c'était un espion, quoi. Alors les gens l'avaient repéré, l'avaient happé, l'amènent au 18e arrondissement, c'est-à-dire à la rue des Rosiers. Déjà, on était dans une agitation folle contre Lecomte, les deux y passeront. Et d'une manière abominable, vous savez, ce ne sera même pas une exécution normale avec le type contre un mur et puis un peloton d'exécution. On leur tire dans le dos, on leur tire dans la nuque, on les abat, on les piétine, quelque chose de hideux. C'est la deuxième fois qu'il se produit quelque chose de hideux. Vous vous rappelez le drame du 26 février lorsque le misérable agent corps qui s'appelait Vincent Zigny avait été jeté dans le canal de Saint-Martin et qu'on lui avait écrasé la tête à coups de briques et à coups de harpon.
Ben, de même, il y a eu cette histoire de la rue des Rosiers qui est abominable. Mais le comité central ignorait tout. Il ne saura qu'à la fin de la journée, et quand il verra, avec indignation, le gouvernement de Versailles dire « ce sont des assassins qui, de sang-froid, ont exécuté 2 généraux », c'est la pire des calomnies. Ça ne les regarde pas. Voyons, le comité central, dans quelle situation est-il ce jour-là? Ben, il y a un monsieur Jacques Rougerie qui a écrit il y a quelques années, 6 ans je crois, un petit bouquin bien fait qui s'appelle « Procès des communards ». Et je voudrais vous citer la phrase de Jacques Rougerie parce que je la trouve excellente. C'est la définition même de ce qui s'est passé. Le comité central, dit M. Jacques Rougerie, a bien plutôt subi le 18 mars qu'il ne l'a fait. Il n'y avait pas de décision insurrectionnelle pour ce jour-là. Tenez par exemple ce Guillaume dont je vous ai parlé, un garde national qui a publié ses souvenirs à Neuchâtel en 1871. Il n'était pas question de faire une insurrection, dira-t-il. Et Favre lui-même, dans son livre de 1875, auquel je me suis déjà référé et qui est tellement intéressant, puisque c'est un des acteurs qui raconte, il écrira ceci, littéralement, je lis, « Tout prouve que le comité central n'avait pas prévu ce succès et n'avait rien fait pour l'organiser. » Et devant la commission d'enquête, le 23 juin 1871, il avait déjà formellement déclaré « Attribuer le 18 mars à une conspiration serait tout à fait se tromper ». Ajoutons que le 18 mars est un samedi, le lendemain est donc un dimanche. Ben c'est un dimanche incroyablement tranquille. Tous les témoins sont d'accord. Paris n'a pas la fièvre. Il y a une déposition d'un capitaine Beugnot qui a été cité par M. Hérisson d'Hérisson, enfin un nom invraisemblable, le comte Hérisson d'Hérisson, qui a publié en 1889 des souvenirs sur la commune. Et ce capitaine Beugnot, qui avait assisté, terrifié du reste, à l'exécution de Clément Thomas et de Lecomte, écrira « Toutes les boutiques sont ouvertes, les cafés sont pleins, omnibus et piétons circulent, on parle bien plus des obsèques de Charles Hugo que de l'échauffourée de Montmartre. » Oui, ça avait été un événement parisien. Charles Hugo, le fils aîné de Victor Hugo, avait été foudroyé à Bordeaux le 13 mars. Il avait désiré, enfin son père avait désiré qu'il fût enterré à Paris. Alors on avait ramené le corps par le train. Le train était arrivé le 18 mars au matin, le 18 mars. Et comme il y avait des barricades, je viens de vous le dire, dans les rues, et que c'était Victor Hugo qui suivait là le corps de son fils, on avait refait un petit peu le pavage, on avait ramené les pavés pour que le corbillard puisse passer. Événement parisien, si vous voulez. Enfin, on en parlait beaucoup. Mais on en parlait beaucoup plus, dit le capitaine Beugnot, que de l'échauffourée de la veille. Je croyais rêver, continue le capitaine, en me disant que c'était dans de pareilles conditions que le gouvernement avait abandonné la partie. Et puis prenez un témoin de l'autre côté, un témoin des insurgés, Vallès. Comme les rues sont tranquilles, écrit Vallès, rien n'indique qu'il y ait quelque chose de changé sous le soleil, ou que des Brutus à 30 sous aient franchi le Rubicon. Oui, mais toujours est-il que ce comité central de la garde nationale, les 35 types dont je vous ai parlé, ils sont au pouvoir. Les événements les ont portés au pouvoir. Il n'y a plus rien dans Paris, c'est le vide. Il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de gouvernement. Il faut de même faire tourner la cité. Enfin, les problèmes urbains, les problèmes politiques se posent. Même le personnel enseignant est parti. Même le personnel hospitalier, puisque par exemple l'hospice de vieillards d'ici a été abandonné par ordre de tiers, abandonné par le patron, si bien que les vieillards et vieillardes sont là sur le pas de la porte, pas nourris, tendant la main, mendiant, enfin demandant qu'on s'occupe d'eux. Il faut faire quelque chose. Mais il va faire, le pauvre comité central. Quand on nous raconte aujourd'hui, ce sont hélas surtout les historiens marxistes qui le font, que le comité central, c'est la première fois qu'il y avait une dictature du prolétariat en France. Mais c'est pas vrai du tout. Il n'y a qu'à pointer les noms. Ce ne sont pas tous des ouvriers, tant s'en faut. Il n'y a même pas une majorité d'ouvriers dans le comité central. Il y a des bourgeois, il y a des gens très bien, il y a même un noble, un véritable aristocrate. Il signera Moreau, mais son nom complet c'était Moreau de Beauvière, et qui aura un rôle important. Alors qu'on ne nous fasse pas croire qu'il s'agit d'une prise du pouvoir par la classe ouvrière. Eh bien, ces braves gens, très décontractés, vous savez, décontractés mais très affolés aussi. Benoît Malon va dire, ils étaient bien embarrassés de leur victoire inattendue. Et d'Acosta, membre de la tribune, dira, ils étaient pour le moins aussi désorientés que les adversaires de Versailles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont bien se débrouiller. Hein. La première chose qu'ils vont faire, c'est de décider, ce qui atteignait tellement les gens, que le fameux moratoire ne serait pas appliqué. C'est-à-dire, plus exactement, que la loi qui cassait le moratoire ne sera pas appliquée et que les gens ne seront pas obligés de payer leur dette tout de suite, prorogation d'un mois. Deuxièmement, ils vont donner ordre, ben, pourquoi pas, ils vont donner ordre au mont-de-piété de suspendre la vente des objets. Vous savez comment ça se passe, quand un objet n'a pas pu être retiré à temps, on l'avait donné, je sais pas moi, 40 sous pour un matelas, et ben on le revend. Et ben il décide, le comité central décide que le mont-de-piété n'aura plus le droit de revendre quoi que ce soit, et que même, on prévoit, ça se fera quelques semaines plus tard, de restituer aux trop pauvres gens ce qu'ils ont déposé au mont-de-piété et qui valait moins de 25 francs.
Puis troisièmement, il faut qu'ils rétablissent la vie dans Paris, enfin la vie de la cité. Les égouts, l'enseignement, la justice, il n'y a personne. Alors ils vont faire appel à du personnel de fortune, en augmentant du reste, autoritairement, ils ont bien leur raison, les petits traitements, et ils arriveront sur certains points à faire des miracles. Il y a un nommé Thaïs, qui était un membre du comité central, qui était un ouvrier du reste, un ouvrier graveur, je crois, et qui s'est chargé des postes. Et bien en 48 heures, il rétablira la circulation postale, les distributions postales dans Paris. C'est tout de même quelque chose de sérieux. Il faut dire qu'ils se sentent appuyés par une bonne partie de l'opinion publique, même par une partie de l'opinion publique bourgeoise, je vous l'ai déjà dit. Et là, il y a un nommé Hector Pessard, qui est un journaliste versaillais, qui a écrit tardivement, vers 1895, je crois, Mes petits papiers, un bouquin qu'il a appelé Mes petits papiers. Et j'ai trouvé dans Hector Pessard un détail du 19 mars qui m'a beaucoup intéressé. Il a rencontré lui-même une vieille dame fort convenable, qui lui a parlé et qui lui a dit « Les soldats ont mis la crosse en l'air parce que Favre s'était vendu à Bismarck. » Vous voyez cet état d'esprit, même dans la bourgeoisie. Alors ils se sentent appuyés là-dessus. Maintenant, la question est de savoir s'ils auraient dû ou s'ils n'auraient pas dû attaquer Versailles. Je connais un certain nombre de gens qui affirment encore aujourd'hui, le comité central a laissé passer le coche, comme on dit, s'il s'était précipité avec les 200 000 gardes qui représentaient, les 200 000 gardes nationaux, s'il s'était précipité sur Versailles, ça y était, la situation était liquidée, l'Assemblée était volatilisée. Je vois par exemple Vinoy, le général Vinoy, qui va écrire en 1872 un livre intitulé L'armistice de la Commune, qui va écrire ceci: il est incontestable que le comité central commit une très grande et irréparable faute, toutes les chances étaient alors pour lui. Ce comte Hérisson d'Hérisson, dont je vous ai déjà parlé, dans le journal à Paris en 1889, va dire « Une marche des fédérés sur Versailles aurait changé toute la face des choses ». Vous savez, faire de l'histoire avec des si, enfin essayer de reconstituer l'histoire, si ça s'était produit autrement, c'est toujours incroyablement vain. Ben, je veux bien, pour une seconde, me livrer à ce jeu gratuit en vous disant que je crois que ça n'aurait rien réglé du tout. Même si les 200 000 gardes nationaux prolétariens s'étaient jetés sur Versailles, même s'ils avaient pulvérisé l'Assemblée, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, l'Assemblée se serait réunie ailleurs, je sais pas moi, à Tours ou à Bourges. Et d'autre part, il y a des gens auxquels on n'a pas encore pensé, mais il faut y penser tout le temps, qui n'auraient pas permis ça. C'est les Allemands. En effet, les Allemands ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de révolte dans Paris. Les Allemands vont détester tout de suite ce mouvement, au point que le général von Fabrice, c'est un nom presque français, vous savez, un descendant des Huguenots, quoi, général von Fabrice, qui est chargé par Bismarck des rapports permanents avec le gouvernement français, général von Fabrice va dire immédiatement à Favre, le gouvernement allemand considère comme un devoir absolu du gouvernement français d'avoir raison au plus vite de la sédition des Parisiens. Vous avez compris? Ça veut dire, si vous n'y arrivez pas, eh ben nous interviendrons. Par conséquent, même si le comité central avait attaqué, je suis bien convaincu que les Allemands seraient intervenus pour protéger l'Assemblée de Versailles. Mais fermons cette parenthèse, étant donné que les si en histoire, ça compte pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, je viens de vous le dire, ils veulent essayer de s'arranger, ils veulent essayer de faire revivre Paris, et puis aussi, ils ont une très grande idée, c'est de transiger. Ils voudraient transiger, ces gens. Aucune idée de violence, absolument pas. Du reste, vous avez vu que Vallès disait 2 heures de conversation à coups de canon et c'est la ruine de toutes nos espérances. Certainement, ils ne veulent pas. Le journal Le Temps va écrire « Nous avons été frappés en pénétrant dans les quartiers prétendus dangereux, de n'y remarquer rien de farouche, et le 25 mars encore, calme complet dans les faubourgs. Encore du Vallès, si vous voulez, c'est du 22 pourtant. Les fusils au repos, au travail, au travail. La cloche sonne aujourd'hui l'ouvrage et non plus le combat. » C'est Favre qui va employer cette expression de transiger dans son fameux texte de 1875, qui est tellement intéressant, où il dit, c'est faux, il faut reconnaître, les gens du comité central voulaient transiger avec nous les Versaillais. Par quels moyens? Par l'intermédiaire des maires de Paris. Je vous ai déjà parlé de ces maires de Paris, comme Clémenceau, dont plusieurs étaient non seulement maires, mais aussi députés de Paris. Une députation modérée, finalement. Vous avez vu les hurlements qu'a poussé la Revue des Deux Mondes, par exemple, en disant que c'était épouvantable, que c'était des libellistes épileptiques, c'était la fine fleur de la Révolution. Ils prenaient des vessies pour des lanternes, parce qu'en fait, sur les 43 députés de Paris, il y en avait 4 qui étaient extrémistes. 4 qui avaient donné leur nom à la fameuse affiche du 6 janvier. Donc c'était des gens fort modérés. Eh bien, le gouvernement, avant de partir, plus exactement dans la nuit du 18 au 19, le gouvernement, par la voix de M. Picard, ministre de l'Intérieur, avait donné délégation aux maires. Avait dit, c'est vous qui représenterez, vous, les maires d'arrondissement, les maires et députés, qui représenterez Versailles à Paris. Eh bien, le comité central aimerait bien discuter avec eux et s'arranger avec eux. Il a d'abord décidé, le comité central, qu'il ferait rien contre ces maires. Oui, on va faire la commune, bien entendu, c'est ce qu'ils veulent faire le plus vite possible, une assemblée élue.
Et même dès le 19, le comité central a dit, c'est mercredi, 19 c'est dimanche, hein, c'est mercredi prochain, 22, qu'auront lieu dans Paris des élections générales, enfin tout le monde va voter pour l'élection de cette municipalité dite commune. Eh bien ils ont maintenu les maires en fonction, très officiellement. Le 20, il y a une déclaration du comité central établie maintenant à l'hôtel de ville qui dit « Nous considérons les maires comme restant en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par la municipalité unique et élue qui sera élue mercredi prochain. » Qu'est-ce qu'elle demande, la garde nationale? Qu'est-ce qu'ils demandent, les gardes nationaux? Qu'est-ce qu'ils demandent, le comité central? Oh, vous savez, peu de choses en fait. Un, une affirmation, mais alors définitive, de la part de l'Assemblée, on ne touchera pas à la République. La République du 4 septembre, c'est dorénavant le gouvernement de la France. Et nous demandons que ça soit officiellement et solennellement reconnu. Deuxièmement, nous demandons qu'on n'essaye pas de nous arracher nos fusils par la force, parce qu'alors on se défendra. Nous demandons que pour un certain temps encore, les 30 sous soient versés, étant donné qu'il y a des tas d'ateliers qui ne sont pas ouverts. Et nous demandons surtout notre autonomie, notre indépendance. Nous sommes la fédération de la garde nationale. Nous n'accepterons pas un chef qui serait imposé par Versailles. C'est nous qui allons élire notre chef. Et vous savez qu'ils avaient déjà, en principe, élu Garibaldi et que c'est seulement le 28 qui sauront que Garibaldi ne veut pas. Le comportement des maires est un comportement raisonnable. Ces maires vont vraiment essayer de faire ce qu'ils pourront. Ils se persuadent que Versailles n'a pas envie, ils se trompent bougrement, n'a pas envie de faire une guerre civile. Il croit savoir que M. Thiers n'a pas désiré lui-même une vaste effusion de sang, et comme une grande partie de ces maires sont aussi députés, ils se proposent à Versailles d'agir pour obtenir tout ce qu'ils pourront. Toujours est-il qu'à partir du 22-23, il y a un durcissement dans la population parisienne, il y a quelque chose qui se produit qui est assez différent de ce que je vous avais dit jusqu'ici, mais justement nous sommes là pour regarder presque minute par minute ce qui se passe. Il y avait eu au départ un soutien presque général de la population, mais dès le moment où le comité central a dit commune et a annoncé qu'à partir du 22, il y aura des élections pour la commune, voilà des journaux de droite qui sont toujours là, personne ne les a supprimés. Les journaux de droite qui sont 27 journaux de droite se réunissent pour faire le 21 au soir une déclaration des 27 en disant « Nous refusons les élections du 22. Ce sont des élections qui ne sont pas réglementaires, qui ne sont pas acceptées par Versailles. Nous ne voulons pas marcher. » Déjà, c'était fort ennuyeux de voir qu'il y avait une partie de l'opinion publique qui se dressait contre le comité central, mais le 22, ça va être la sale journée. Les arrondissements de Paris sont fort différents les uns des autres, vous le savez. Il y avait en particulier deux arrondissements qui étaient visiblement arrondissements réactionnaires, sur lesquels Versailles avait encore tout pouvoir. C'était le premier arrondissement, avec la Bourse et la Banque de France, et le deuxième arrondissement, le plein cœur de Paris, le cœur bourgeois de Paris qui est là. C'est pas les beaux quartiers, c'est les quartiers de la richesse. Eh bien, les gardes nationaux de ces quartiers-là n'ont pas marché dans la fédération. Rappelez-vous les chiffres, 240 bataillons, 215 bataillons seulement fédérés, et bien entre les 15 et les 40, il y a les bataillons bourgeois qui n'ont pas voulu marcher. Quand ils voient, ces bataillons-là, quand ils voient qu'une partie de la presse modérée ou réactionnaire, prend une position de vive hostilité, ils décident de faire une manifestation. Et ça sera la manifestation sanglante, je dis bien, du mercredi 22 mars. Mais là-dessus, il faut que je vous apporte des faits précis, parce que Dieu sait si on se bat à ce sujet. Georges Sand dira dans son journal, c'était une manifestation sans armes qui a été odieusement massacrée par les gens de la garde nationale. Favre répétera ça naturellement en 1875. Maxime Ducamp, dans son grand ouvrage sur la commune, qui est du reste rempli de calomnies et qui s'appelle « Les convulsions de Paris », sera splendide. C'étaient des braves gens, issus de la partie saine de la nation, qui voulaient ramener la concorde, des hommes paisibles qui avaient pitié de la France et qui tentaient un suprême effort de conciliation. Sans armes, vraiment. Alors comment se fait-il que dès que la manifestation sera terminée, c'est sur place Vendôme que ça s'est produit, ils arrivaient par la rue de la Paix, comment ça se fait qu'on trouvera le pavé jonché de revolvers et de casse-tête? Donc ils avaient bien des armes. Et s'ils n'avaient pas d'armes, comment se fait-il que 12 gardes nationaux vont tomber? Il y en a 2 qui seront tués et il y en a 10 qui seront blessés. Quant à leur sentiment de conciliation, des gens qui avaient pillé de la France et qui essayaient un suprême effort de gentillesse, il faut savoir quels étaient leurs slogans. Ils avançaient, ils étaient environ 2000, ils avançaient sur la place Vendôme parce que c'était là qu'il y avait l'état-major de la garde nationale, en criant quoi? Eh bien, les enregistrements sont dans les journaux. Ils criaient « Vive l'ordre », bon, c'est d'accord, et ils criaient « Bandit », et ils criaient « Assassin ». Assassin, pourquoi? Une allusion, bien entendu, au meurtre des 2 généraux dont on affecte de tenir le comité central pour responsable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est une histoire compliquée, vous savez, mais je crois pouvoir vous apporter des choses précises, et en particulier à la fin, un petit argument massu. On nous affirme qu'ils étaient sans armes. Alors comment ça se fait qu'il y a eu sur la place des quantités de casse-tête et de revolvers?
On nous assure aussi qu'il y a eu des sommations qui ont été faites. Oui, ça a duré longtemps, les sommations. Ça a duré environ 5 minutes de roulement de tambour de la garde nationale disant « On vous donne l'ordre de vous retirer sans ça, on tire ». Au bout de 5 minutes, s'il y avait eu véritablement une décharge complète, un feu de salle de la garde nationale, vous croyez qu'il y aurait eu simplement 12 tués en face? Ils étaient séparés par 2 mètres à peu près, les gens qui s'opposaient. Il y avait les 2000 manifestants de droite, il y avait la garde nationale, 2 mètres entre eux. Si tout le premier rang, au premier et second rang de la garde nationale avait tiré, soyez convaincus qu'il y avait des centaines de morts. Oh, je sais bien que le général Dubarail expliquera ça comme ça. Quand on n'est pas à jeun, on tire mal. Car je vous l'ai déjà dit, un garde national, c'est un ivrogne. Alors les gardes nationaux étaient des gens qui tiraient mal. Non, c'est une plaisanterie. Ben voilà, c'est le général américain. Donc c'est un neutre. Il n'est pas dans le coup. Général Sheridan, qui était dans un hôtel, place Vendôme, je suppose que l'hôtel Ritz, et qui regardait, ça le passionnait naturellement, et qui dira, dans ses souvenirs, qui dira de la manière la plus nette, les premiers coups de feu sont partis des manifestants. Alors à ce moment-là, les gardes nationaux, qui n'avaient pas ordre de tirer un feu de salle, mais qui ont reçu des coups de feu, ont tiré. Et on doit dire que c'était une même manifestation, enfin de gens distingués, vous allez voir, parmi les blessés ou les morts, il y avait un colonel en retraite, un ancien lieutenant de vaisseau, un agent d'assurance, un agent de change, et parmi les blessés, rien de moins que le banquier Otto Oettinger, régent de la Banque de France. Ben, la manifestation n'avait pas abouti, et pourtant, ces gens du comité central qui viennent d'être attaqués, les armes à la main, continuent d'être extraordinairement pacifiques. Au point que le lendemain, dans le Cri du Peuple du 23 mars, vous lisez ceci sur la plume de Vallès, il faut se parler à cœur ouvert, les yeux dans les yeux, la fraternité, pas la guerre. Et voilà qu'il va se produire le 23 au soir, enfin le 24 au matin, quelque chose d'assez extraordinaire qui reste un petit peu mystérieux aujourd'hui. Cesset, l'amiral Cesset, avait été nommé chef provisoire de la garde nationale par Thiers. Bien entendu, il n'était pas accepté. Les gardes nationaux avaient dit, notre chef, c'est Garibaldi, qui n'a pas encore refusé. Et l'amiral Cesset, qui s'est installé au Grand Hôtel, c'est-à-dire près du l'Opéra, vous savez, au centre de Paris, l'amiral Cesset va lancer brusquement, le 24, un ordre du jour, enfin une déclaration, une proclamation extraordinaire, et que voici. Chers concitoyens, et va d'ailleurs signer cela, le vice-amiral Cesset, chef provisoire, il le dit, provisoire de la garde nationale. Mes efforts, conjugués avec ceux des députés de la Seine, ont obtenu du gouvernement, 1. La reconnaissance complète des franchises municipales. 2. L'élection de tous les officiers de la garde nationale, y compris le commandant en chef. 3. Une modification non précisée de la loi sur les échéances. 4. Un projet de loi sur les loyers favorable pour les locataires. Fin. En attendant que vous confirmiez ma nomination ou que vous m'ayez remplacé, je veillerai à l'exécution des mesures conciliatrices que nous avons réussi à obtenir et ainsi nous contribuerons à l'affermissement de la République. C'est un coup d'audace, vous savez, un coup d'éclat dans Paris. À la vérité, il ment, Cesset. Il ment. Il sait très bien que le gouvernement n'a rien autorisé. Mais je ne sais pas si c'est lui qui prend ça sous son bonnet ou Thiers qui lui a dit de le faire. Toujours est-il que cette bombe pacifique qu'il lance a un résultat immédiat. Les maires eux-mêmes, les plus réticents, se disent « Ah, si le gouvernement a marché, si Cesset qui est mandaté par Thiers dit que c'est d'accord sur les 4 points qu'on a énumérés et qui sont ceux qui tiennent le plus à cœur à la population, eh bien ça y est, on va s'entendre. » Alors les maires, en effet, décident le 25, ils sont d'accord maintenant, les journaux aussi pour les élections qui auront lieu dimanche 26, et c'est une atmosphère incroyable dans Paris. Il faut se reporter aux documents, aux journaux du temps que j'ai lus. Même les gens qui étaient les plus excités les uns contre les autres, même les gardes nationaux de la Bourse ou de la Banque de France, fraternisent avec ceux qui sont de l'hôtel de ville. On a l'impression que, vous savez, on a eu chaud, on a frôlé l'abîme, on était prêts à se tirer les uns sur les autres, mais maintenant, ça y est, réconciliation, on est tous d'accord, on va s'entendre, il n'y aura pas de pépins, il n'y aura pas de sang répandu. Ces élections, comment vont-elles avoir lieu? Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura une pression terrible exercée par le comité central? Mais non, il n'y aura même pas une liste officielle. Le comité central fera une proclamation en disant aux gens, votez comme vous voulez. Tout le monde est libre. On ne fera pas de pression, mais seulement méfiez-vous des notables, méfiez-vous des opulents, méfiez-vous des hommes riches. Prenez simplement des gens ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Paris n'entend pousser personne de force dans les voies de la République. Paris se contente d'y entrer le premier, n'ambitionnant d'autres dictatures que celle de l'exemple. Et puis il y aura la liste rouge, enfin la liste des gens de la fiche rouge du 6 janvier,
qui dira simplement: ce que nous voulons, c'est une recherche assidue des moyens propres à en finir pour toujours avec l'horrible paupérisme. Vous voyez que ça va pas loin. Alors quand on nous raconte que les élections de Paris le 26 mars ont été des élections truquées, c'est un mensonge. Des élections totalement libres. Et maintenant le chiffre. Ah, Dieu sait si on va nous expliquer d'un certain côté que ces élections ne comptaient pas, c'est parce qu'on n'avait pas voté. Et on nous dit, il y avait 485 000, vous suivez, 485 000 électeurs inscrits, et il y aura 229 000 votants, ce qui ferait du 54% d'abstention. Seulement le premier chiffre est faux. Le 485 000 est un chiffre antérieur à la capitulation, et depuis la capitulation, quantité de gens étaient partis. C'est vrai du côté du monde bourgeois en particulier. Tous ceux qui avaient des propriétés en province, qui ne les avaient pas vus depuis des mois, qui avaient mal mangé à Paris, s'étaient précipités sur la province, il y avait à peu près 100 000 électeurs de moins dans Paris. Par conséquent, on ne peut pas dire que les élections ont été boycottées. Du reste, si les maires, même les maires les plus modérés, avaient accepté ces élections, c'est qu'ils étaient convaincus qu'on allait s'arranger, qu'ils allaient eux-mêmes être réélus, et il est faux de dire qu'il y a eu un boycott général, du moins du côté de la droite, de ces élections. C'est vrai que les gens ne sont pas toujours enthousiastes pour voter, vous savez. Je me suis aperçu en particulier, en regardant arrondissement par arrondissement, qu'à Belleville, qui est, paraît-il, l'arrondissement rouge, où il y avait 30 000 électeurs inscrits, il n'y en a que 11 000 qui se sont déplacés. Les gens avaient déjà voté le 8 février, ils n'aiment pas voter une seconde fois. Puis pour des élections municipales, c'est moins passionnant que pour des élections nationales. Il y a toujours un grand nombre d'abstentionnistes. Quand on avait fait en novembre 70 des élections municipales dans Paris, bien sûr pas la commune, des élections locales, municipales par arrondissement, il y avait eu un chiffre d'électeurs inférieur aux 229 000 que je vous donne aujourd'hui. Par conséquent, ce sont des élections libres et en somme pas mal suivies. Mais ce qui est le plus beau, le plus pathétique, je dois dire, c'est ce qui va se passer le 28. C'est le mardi 28, le jour de la proclamation des résultats. Ces résultats sont favorables. Il y a pas mal d'électeurs de gauche, il y a pas mal d'élus de gauche, mais aussi pas mal d'élus centraux. Tous ceux-là sont d'accord, on est contents, on va travailler ensemble. Alors on va faire une grande fête ce jour-là. Et nous avons beaucoup de détails sur ce qui s'est passé place de l'Hôtel de Ville ce 28 mars 1871, qui était une journée de pré-printemps. Le printemps était là depuis le 21, mais c'était presque une journée d'été. C'est l'atmosphère de cette journée qu'il faudrait que je vous décrive. J'ai lu une vingtaine de documents contemporains là-dessus. C'est très extraordinaire ce qui s'est passé, vous savez. C'était vraiment ce mot de réconciliation, en fait, qui a toujours du trucage, c'était vrai ce jour-là. Il y avait une foule incroyable devant l'Hôtel de Ville. Il y avait des gens de tous les milieux. Il y avait des drapeaux rouges et des drapeaux tricolores qui étaient mêlés. Et le drapeau rouge, mais pourquoi pas, c'est le drapeau du soleil levant, avait dit un nommé Potier, que nous trouverons plus tard. Victor Hugo avait dit, le drapeau rouge signifie feu et sang. Oui, le sang dans les veines. Et le feu dans les foyers, si souvent sans feu. Ce n'était pas un emblème de sang, absolument pas. Et il y avait cette humanité, il y avait cette réconciliation, il y avait des foules de femmes, il y avait les 200 000 gardes nationaux qui ont défilé avec des bouts de lilas au fusil. Vous savez, il se passait quelque chose comme il ne s'en est plus jamais passé, je crois, depuis à Paris. Une espèce de vent de Pentecôte qui soufflait. Les gens se disaient, mais quoi, c'est vrai alors, ils y croient, c'est pour de bon. Une ère nouvelle va commencer, ce qu'on n'avait jamais cru possible, à savoir qu'on puisse s'entendre entre riches et pauvres et que les riches soient gentils avec nous. Alors ça y est, ça va se passer. Il y en a un, c'est le malheureux Guillaume, qui va écrire cette phrase si naïve. La fraternité était descendue sur la terre. Pensez, quand ces gens disaient commune, ce mot de commune pour eux, il y avait une autre idée, il y avait communauté, il y avait communion, il y avait l'idée de tous ensemble. Alors il ne faut pas s'étonner quand Vallès va écrire cette chose que je sais, je crois aussi presque par cœur. Ce ciel tiède et clair, cette odeur de lilas, nous voilà vengés de 20 ans de douleur et d'angoisse. Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris. Et toi, Marmot, viens que je t'embrasse aussi. On te l'a sauvé belle, petit, fils des désespérés. Tu seras un homme libre. Eh bien, vous savez, je trouve que ça fait mal. Quand on entend le président de la commune de Vieux-Bellay, qui dit maintenant travail, ordre et progrès, et quand on pense que tous ces braves gens, tous ces naïfs, tous ces illuminés, qui cèdent à ce qu'on appellera une illusion lyrique, de l'autre côté, à Versailles, qu'est-ce qu'on se prépare à leur faire? On se prépare à les accabler sur nos ouragans de fer et de feu afin de les exterminer.